Bonjour mes amis. Alors, vous savez, il y a énormément de jeunes arabo-musulmans qui pensent aujourd'hui, surtout des jeunes en fait, des jeunes qui n'ont rien dans la tête, qui pensent que la meilleure chose qu'ils peuvent faire de leur vie, c'est de l'offrir à Allah. Donc, comme Allah leur a donné la vie et puis il ne leur a pas dit rendez-la moi, ce qui fait qu'en fait, ils sont obligés de l'offrir à quelqu'un d'autre parce que Allah, bon, on l'a pas rencontré. Ce qui fait qu'on est obligé de trouver un suppléant qui te dise moi je suis preneur. Moi je te prends ta vie. Voilà. Tu veux la donner à Allah, bon, il n'est pas là, mais moi je te prends ta vie. Voilà un petit peu le marché qu'on leur propose. Et puis, je te la prends en général pour aller faire une guerre pour moi, pour que moi je me fasse un maximum de cash. Hein. C'est assez classique en fait. C'est pas... Mais malheureusement ça marche. Ça marche avec des gens naïfs. Alors, un truc auquel je pensais l'autre jour, c'est que pensez bien que si tu as envie de donner quelque chose pour Dieu, tu as envie par exemple de donner de la charité, dans un sens, parce que tu y trouves une dimension mystique ou autre, eh ben, tu vas donner des choses qui sont importantes pour toi. D'accord. Tu vas donner par exemple ton temps si ton temps est précieux. Tu vas donner de l'argent si de l'argent est précieux chez toi. Mais en fait, il y a des gens, allez, on va le dire honnêtement, il y a des gens qui ont des fois des raisons objectives de se suicider. Et qu'est-ce qui se passe? Ils veulent donner leur vie à Dieu, soi-disant. Je veux dire non. Là, ce que tu me fais, c'est ce qu'on appelle suicide by cop. Ça signifie c'est suicide par les flics. Vous savez, aux États-Unis, il y a des gens, ils prennent une arme en plastique ou ils prennent un flingue déchargé ou autre, et ils vont vouloir attaquer la police avec ça. Et en fait, ils se font flinguer. Et c'est seulement quand ils meurent qu'on découvre que finalement les gars n'étaient même pas armés. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui disent moi, je veux donner ma vie pour Allah, alors qu'en réalité, il a envie de se suicider. Ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que, à la rigueur, tu as envie de donner, ta vie pour Allah, alors fais la chose suivante. Euh, réussis ta vie d'abord. Réussis ta vie. Si tu juges la réussite en argent, bah, deviens riche. Si tu juges la réussite en famille, en enfant, bah, et plein d'enfants et tout ça. Et une fois que tu seras au top, au sommet, on en reparlera et on verra si tu es toujours motivé à vouloir donner ta vie pour Allah. On voit des gens aujourd'hui, des jeunes qui sont capables de sauter dans une barque, de partir vers la mer sans carte, sans planification, sans rien du tout. Ils te disent, moi je préfère mourir dans la mer que de rester là. Donc en fait, ils sont dans une attitude de suicide. Ils ne sont pas dans une attitude de survie, mais au contraire, une attitude de dire je veux mourir le plus vite possible. Et puis là, tu vois le mec, il dit, moi je veux donner ma vie pour Allah. En fait, non, tu ne donnes pas ta vie pour Allah, tu veux te suicider, mon ami, c'est autre chose. Si on n'avait pas, vous savez, si on n'avait pas, ces voies de djihadisme qui recyclaient le sentiment de suicide, qui le prennent en charge, qui l'utilisent pour un certain nombre de fins, je vous assure que chez nous, on aurait eu plus de suicides qu'au Japon. Les gens se jetteraient sous des trains, les gens se finiraient à l'arsenic. Parce qu'ils veulent mourir avant toute chose. C'est pas... D'ailleurs, regardez, même quand je regarde un certain nombre de discours, la question n'est même pas je vais aller gagner, je vais aller batailler, je vais aller guerroyer quelque part et gagner et remporter tel et tel objectif. Non, même pas ça. Parce que vous savez, un homme normal, il a envie de guerroyer, puis il a envie un jour de fêter la victoire, il a envie un jour que tout ça s'arrête. Et il fête la victoire. Eux non, ils ont envie de mourir, c'est tout. Ça signifie que l'objectif, tu lui parles, tu dis c'est quoi ton objectif? Enfin, l'objectif c'est de mourir, je veux juste mourir et vite. Voilà, c'est un gros problème qu'on a. Deuxièmement, je voulais parler de ces histoires de vierges. Alors je vais vous donner un exemple. Prenez un type normal. Un type normal pour moi est un type qui mange normal à sa faim, c'est tout. Imaginons que je te dise, je t'invite pour un steak de 200 grammes, ou de 350 grammes, ou de 300 grammes. Enfin, n'importe quel humain normal, c'est qu'un steak dans ces eaux-là, tu le manges, tu n'as plus envie de manger, tu as juste envie de t'arrêter et de ruminer. Maintenant, imaginons que tu trouves quelqu'un et tu lui dis, écoute, si tu fais ça pour moi, tu vas le lancer sur un truc complètement dingue, tu dis, si tu fais ça pour moi, je te donne un steak de 22 kilos. D'accord? Et que la personne te croit et elle court exécuter ce que tu lui as demandé de faire. C'est que cette personne, probablement, n'a jamais mangé de viande de sa vie et ne sait pas qu'un steak de 22 kilos, c'est ridicule. C'est complètement, tu ne promets pas à quelqu'un de lui donner un steak de 22 kilos et pour rien faire avec. Ça se voit tout de suite que c'est une caricature. Ça se voit tout de suite que c'est une caricature qui parle à quoi? Qui parle à des esprits qui ne savent pas, qui n'ont pas le sens de la mesure dans ce domaine-là. Il n'y a que des esprits pareils à qui ça parle. Un esprit normal, c'est tout de suite qu'un steak de cette taille-là, c'est du foutage de gueule. Alors, on reprend cette histoire de 72 vierges. N'importe quel homme normalement constitué
sait qu'une femme, c'est déjà pas mal. À la rigueur, certains ont une femme, voire une maîtresse. C'est déjà, bon, on va dire c'est presque ce qu'il faut. Et puis, non, je rigole, je vais me faire détester pour un truc comme ça. Je vais me faire haïr par toutes les femmes qui me regardent. Non, non, non. Vous comprenez ce que je veux dire. Je veux dire, une femme, une aventure, une femme, deux aventures en même temps. On se comprend. Ça fait partie de la vie des gens. Ça fait partie de la vie normale. Maintenant, si tu parles à n'importe quelle personne qui a une vie sexuelle à peu près normale, d'accord, que ce soit une vie normale, une vie peut-être, ou bien une vie sexuelle excessive, ou une vie sexuelle peut-être en dessous de la normale, tous ces gens-là te diront 72 femmes, c'est trop. Un quart de femmes, c'est trop. D'accord? Il n'y a pas besoin de. C'est un peu comme le steak de. C'est comme le steak de 40 kilos ou de 20 kilos. Il parle à qui? Il parle qu'à des gens qui n'ont jamais mangé de steak. Donc, l'histoire du quart plein de femmes, de 72 femmes, ne parle qu'à des gens qui n'ont jamais eu de vie sexuelle, en fait. Et ce qui se passe, c'est que dans les pays arabo-musulmans, malheureusement, à cause de la chasse j'allais dire aux sorcières, à cause justement qu'il y a une sorte de, comment vous dire, vous savez, il y a des pays où l'homosexualité est mal vue, d'accord? Il y a des pays où l'homosexualité est mal vue. Eh ben, prenez un pays, peu importe lequel, où l'homosexualité est très 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 mal vue. Vous pouvez par exemple prendre la France et revenir il y a un siècle, ou prendre la Jamaïque, ou prendre n'importe quel pays où l'homosexualité est mal vue, où tu risques des choses pour être homosexuel. Tu risques des ennuis judiciaires, tu risques qu'on te casse la gueule, tu risques qu'on te frappe, qu'on t'agresse, qu'on fasse plein de choses. D'accord? Ben, prenez ça. Dans une société arabo-musulmane, c'est l'hétérosexualité qui est vue de cette façon-là. D'accord? Le problème, c'est que les gens, on a plein de jeunes hommes et de jeunes femmes qui sont privés de vie sexuelle parce qu'ils ne possèdent pas leur corps, ils ne possèdent pas de sexualité. Et donc, vous savez, on a été jusqu'à fermer des parcs publics où les gens venaient se promener. On a été jusqu'à les condamner, les fermer, les cadenasser définitivement parce que on a pensé ou on a cru voir qu'il y avait des fois des gens qui venaient en cachette avoir des relations sexuelles là-dedans. Donc ça signifie que c'est la chiasse à ce genre de choses. Il y a des endroits, il y a des parcs, tu peux trouver un parc par exemple, tout simple, et puis à l'entrée, tu as par exemple un couple qui se tient, par exemple bras dessus, bras dessous, ou un truc comme ça, et c'est barré, il y a une croix dessus, c'est interdit. Donc en fait, il y a une chasse, à toute forme de tendresse, à toute forme de rapprochement homme-femme, à toute forme d'expression. Je parle même pas de sexualité, là je vais très loin. La sexualité, je suis très loin, mais je veux dire même se tenir par la main, même un homme marié à une femme, la tenir par la main dehors, c'est déjà off limit dans la plus grande partie du monde arabo-musulman. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de priver, là il faut être très freudien, il ne faut pas avoir honte de ces choses-là, on est en train de priver l'être humain d'un besoin fondamental dans sa pyramide constitutionnelle, si vous voulez. Pour les gens qui écoutent, je peux donner un autre exemple qui est du même niveau pratiquement. Je peux parler de priver quelqu'un de nourriture, par exemple. Si je prends 5-6 personnes de vous au hasard, très civilisées, je prends des personnes très calmes, très civilisées, très pondérées, je les mets sur un radeau, sans nourriture, on les lâche dans l'Atlantique. D'accord? Et puis au bout d'une semaine, on jette une boîte de thon au milieu, puis on va voir la civilisation. On va voir qu'il y a des gens qui sont prêts à tuer les autres, ou à se faire tuer pour cette boîte de thon. Je vous donne un exemple. Il y a un livre très intéressant qui a été écrit j'ai plus son nom, les gars qui se sont écrasés dans les Andes. Vous savez, dans les années 70, il y a eu un avion qui s'est écrasé dans les Andes, et puis il n'a pas été retrouvé en fait. L'avion s'est écrasé, il y a eu des survivants, la moitié des passagers étaient survivants, et en fait l'avion n'a pas été retrouvé pendant des mois. Les recherches ont eu lieu, mais on ne savait pas où il était, grosso modo, et ils ont fini par même abandonner. Et les gens sont restés dans la glace, avec un avion et des corps éparpillés partout. Vous savez combien de temps ils ont mis pour commencer à manger les cadavres? Vous savez combien de temps? Vous serez surpris. Vous savez, on pense toujours que, oui, ils ont commencé à manger les cadavres quand ils étaient à l'extrême limite, l'extrême fin, à l'extrême je ne sais pas quoi. Vous n'allez pas le croire, mes amis. 3 jours. Le matin du 3e jour, ils ont commencé à attaquer la chair humaine. Ça va pas plus loin que ça. Au bout de 3 jours, mon ami, il faut pas les juger. Au bout de 3 jours, moi je parle comme ça, mais si ça se trouve, au bout de 3 jours, je serai en train de manger de l'humain. D'accord? C'est normal. Et peut-être toi aussi. Il faut vraiment faire gaffe, pas juger les gens. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu prives l'être humain d'un élément important, eh ben, ce qui va se passer,
il devient très vite un monstre. Il devient très vite prêt à tuer, prêt à ce que tu veux. Et la sexualité en fait partie. Quand tu prends quelqu'un qui a 40 ans, qui n'a jamais eu de relation sexuelle de sa vie, qui n'a jamais eu un moment intime avec une femme, un moment tendre avec une femme, je parle même pas de sexe, je veux juste tenir une femme dans ses bras, c'est tout, je vais même pas plus loin que ça. Ou bien le faire sans avoir l'impression qu'on est en train de transgresser quelque chose. Le faire sans avoir l'impression qu'on est un criminel. Eh ben, à ce moment-là, moi je te dis un truc, ce gars-là est prêt à tuer aussi. Voilà le problème. Ce gars-là est prêt à tuer, c'est exactement la même histoire que sur le radeau sans bouffe. Et à ce moment-là, viennent des gens mais le manipuler par ça. Parce que ceux qui ont orchestré sa misère sexuelle, ils l'ont fait parce qu'ils savent bien qu'ils peuvent en récupérer les retombées quand même. Il faut bien comprendre. Il y a une logique, dans tout ce système-là. Donc, par la suite, on vient lui dire, écoute, si tu te tues pour Allah, bon, on reprend la sémantique, tu te tues pour nous, d'accord, pour que nous, on se fasse de l'argent, tu nous donnes ta vie, tu vas te tuer, tu vas tuer et te faire tuer, et quand tu seras mort, tu vas avoir un quart plein de vierges. Voilà. Un quart plein de femelles, hein, grosso modo. Et donc, effectivement, ça parle, cette image-là qui est complètement dingue, parle à quoi? Ben, parle à des gens qui vivent dans une sexualité, dans une misère sexuelle absolue, pure, totale. D'accord? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, à ce moment-là, ben voilà quoi. Tu lui mets le marché entre les mains, il prend le marché, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui vendent, parce que chacun est manipulé d'une certaine manière. Il y a le suicidaire qui a juste envie de se tuer parce que objectivement il supporte plus sa vie. Maintenant, tu lui donnes une sortie entre guillemets noble, tu lui dis allez, je te rends le meilleur de l'humanité, tu vas te tuer pour moi, et tu passes de ton statut de cartonérance qui a envie juste de se flinguer le plus vite possible, tu vas passer le statut de héros, au statut de héros national. Je veux dire, le marché qui ne le prendrait pas, quoi. Et puis, t'as l'autre statut, c'est, bon, t'es dans une misère sexuelle absolue, pure, dingue, qui te rend complètement fou, même si des fois t'arrives pas à mettre les mots sur ton mal. Il y a quelqu'un qui te dit, bon, moi j'ai un deal, tu te tues pour moi, 72 vierges, garantie, là, maintenant, tout à l'heure, comme un tapis, tu comprends? Ben, le gars, il va dire, oui, moi ça me parle. Mais s'il avait vécu ne serait-ce qu'une demi-vie sexuelle normale, il aurait effectivement compris que 72 femmes, désolé, je n'ai pas envie de me faire haïr encore par la gente féminine qui me regarde, mais bon, 72 femmes, il faut assumer. Hein. Déjà, des fois, franchement, des fois une, il faut. Déjà, des fois une, tu te dis, c'est pas pour rien qu'on a un chromosome de différence. Hein. On est deux bêtes différentes, et c'est presque par hasard qu'on s'est rencontrés sur cette planète. En tout cas, je voulais juste expliquer ce phénomène-là, et puis je reviendrai un autre jour.